Voilà, je suis Frédéric Michel, directeur général associé chez RDC Environnement, et je serai pendant cette heure que nous allons passer ensemble l'animateur de ce webinaire et le maître du temps, même si normalement c'est bien organisé. Plusieurs éléments pratiques. Vos caméras sont coupées pour permettre une présentation fluide. Mais vous avez la parole pour des questions dans le chat, sachant que en fait, on fera une synthèse de l'ensemble des questions qui seront posées et on y répondra dans le temps imparti en fin de webinaire. Le webinaire est également enregistré et le lien sera partagé avec vous à l'issue de cette réunion. Alors, voilà, il y a plusieurs intervenants aujourd'hui. Mathilde Bihan de RDC Environnement, associée experte économie circulaire. Laure Gisolfi, Alenium Consultant, donc consultante senior RSE. Et puis Jean-Marie Porte, Alenium Consultant, associé. Donc ces trois personnes vont se répartir le temps de parole pour présenter un certain nombre de sujets. Mais avant ça, on voulait vous présenter l'équipe. Donc, on est une équipe d'une à peu près 70 personnes, équipe d'Alenium Consultant et RDC Environnement. Et on mobilise en fait toutes les expertises et savoir-faire pour vous accompagner vers la performance durable. Je vais laisser Jean-Marie présenter très rapidement Alenium. Jean-Marie? Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Alenium, nous sommes un cabinet de conseil en management et notre métier, c'est d'accompagner les grands projets de transformation à impact sociétaux et environnementaux forts, positifs et concrets. Et ce, au travers des 5 métiers qui sont présentés là sur ce transparent. Nous intervenons auprès d'acteurs du secteur public, de l'éducation, de la mobilité, de l'habitat, de l'industrie-service et de la finance, pardon. Et au niveau RDC, eh bien, nous, on se donne comme mission d'accompagner les entreprises et les pouvoirs publics, on va dire nos partenaires, à la prise de décision dans le sens du développement durable. Et on met en application pour cet accompagnement des méthodologies comme les évaluations d'empreinte environnementale et des analyses coûts-bénéfices et des travaux sur l'économie circulaire. Voilà, mais je vais passer plus rapidement et directement sur, on va dire, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir la performance durable. Donc, voilà, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? Donc, on aura un temps où on présentera finalement la performance durable, qu'est-ce que ça signifie au sens large, et puis un deuxième temps qui présentera au travers de focus voilà, la dimension plus environnementale de la performance durable et leurs effets potentiellement sur vos performances économiques au travers de 5 focus. Voilà, mais je vais laisser la parole à Jean-Marie pour nous présenter finalement ce que c'est que la performance durable. Alors oui, la performance durable, en commençant par une définition. La performance durable eh bien, se définit en intégrant, au même titre que la dimension économique, puisqu'on parle beaucoup de performance économique, eh bien, en intégrant les dimensions sociales, sociétales et environnementales de la valeur créée par l'entreprise. Alors, cette définition étant posée, atteindre une performance durable, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire élargir le champ à ces 3 dimensions, avec une notion d'équilibre, d'arbitrage entre ces 3 dimensions. Élargir le champ tant dans la stratégie, la gouvernance, les processus de décision et la transformation de l'entreprise. Et bien entendu qu'il s'agisse eh bien, de ses produits-services, de ses moyens de production, ses ressources au sens large, son RH, CRH, pardon, son IT, et plus largement d'ailleurs aussi de son écosystème. Concernant les enjeux, eh bien, je suis tenté de dire qu'ils sont multiples et forts.
D'abord parce qu'il concerne bien évidemment la marque employeur, avec ses effets sur la motivation des salariés et ses effets surtout forts, on l'a vu dans l'actualité récemment, sur l'attractivité des talents, mais aussi leur rétention. Alors ça touche aussi à l'image et à la communication de l'entreprise, avec pour enjeu eh bien, d'instaurer la confiance. Ces enjeux, ça concerne aussi la pérennité, en permettant notamment d'anticiper les tendances à moyen et long terme, et d'une certaine manière, naturellement, de mieux résister aux crises. Puisqu'on parle de pérennité, on parle aussi d'enjeux financiers vis-à-vis des financiers et des partenaires, ben, bien entendu sur ces deux axes, en améliorant la vision des investisseurs, qui sont d'ailleurs de plus en plus sensibles sur le sujet, mais aussi des pouvoirs publics, des médias, et puis de l'écosystème au sens large. Alors, cela concerne bien entendu l'offre produits et services, eh bien, par l'adaptation de l'offre, en anticipant l'impact des politiques publiques, par exemple, en anticipant les attentes clients, les attentes du marché. Et d'ailleurs, à ce sujet, on retrouve là les enjeux en termes de coûts, puisque ce que l'on appelle aujourd'hui les externalités finiront, comme nous allons le voir dans ce webinaire, un jour ou l'autre par être internalisées. Et puis, bien entendu, des enjeux forts en termes d'attraction et de fidélisation des clients. À ce sujet, d'ailleurs, d'après une étude de France Stratégie, à moyen long terme, la RSE devrait permettre un gain de performance de 13% en moyenne. 13%, donc pas seulement financière, mais aussi appliqué à tous ces leviers. En bref, nous considérons que les organisations qui maîtrisent les trois dimensions de la performance durable, eh bien, se donnent une longueur d'avance pour se développer et être pérennes à moyen et long terme. Très bien. Merci, merci Jean-Marie. Donc là, on était vraiment sur la performance durable avec les trois piliers, l'environnement, l'économique et le social. Et on va se focaliser au travers d'un focus sur le Green Deal européen, sur la dimension environnementale, mais encore une fois, une dimension environnementale qui a des effets en fonction de la prise en compte ou non et de l'intégration des textes européens et des réglementations dans votre activité, aura des effets sur votre performance économique. Je vais passer la parole à Mathilde, qui va présenter 4 focus sur ce Green Deal, et puis ensuite Laure présentera le 5e focus. Donc, avant de passer au focus en tant que tel, il nous semblait important, parce que les participants que vous représentez représentent surtout des organisations basées en France et en Belgique, de rappeler que l'Union européenne est vraiment une échelle déterminante en matière de politique de développement durable et d'environnement en particulier, et ça depuis les années 70. Donc, il y a eu déjà de nombreuses politiques publiques qui ont affecté les stratégies des entreprises depuis 50 ans. On peut citer par exemple la directive européenne IPPC, donc sur le contrôle et la prévention de la pollution, qui a fixé des valeurs limites d'émissions aux sites industriels et les a finalement obligés à réviser leurs procédés ou à s'équiper en traitement des rejets pour se conformer à cette directive. On peut également citer le règlement REACH en 2006, qui vise à substituer les substances les plus dangereuses de l'économie. Et donc, ça a poussé l'industrie chimique, mais au sens large, l'ensemble des chaînes de valeur, à innover pour se passer progressivement des substances qui ont été identifiées comme les plus dangereuses. Et au-delà de ça, ça a aussi exigé une traçabilité dans les chaînes de valeur pour identifier et tracer les substances dangereuses au sein des articles, y compris quand il y a des importations. Un autre exemple marquant, c'est la directive étiquette énergie en 2010, qui traite des produits électroniques comme les télévisions, les machines à laver, et qui oblige à rapporter un score de performance énergétique sur les articles. Ça a poussé les consommateurs, bien sûr, à se tourner vers des produits plus performants, mais ça a surtout poussé les entreprises à innover pour atteindre des meilleures performances énergétiques et avoir une meilleure image, à tel point qu'au début des années 2020, il a fallu revoir les échelles de notation, parce que quasi tous les produits étaient notés A ou B. Donc, ça avait vraiment eu un impact déterminant sur la performance des produits. Très bien. Du coup, Mathilde, voilà, on parle beaucoup du Green Deal, mais pourquoi ce Green Deal?
Donc, le Green Deal européen, il vient du fait que l'Europe est vraiment confrontée à de nombreux défis. Donc, il y a un besoin d'une nouvelle initiative politique en matière de développement durable. C'est le continent au réchauffement le plus rapide parmi tous les continents, au réchauffement climatique. C'est aussi un continent qui est confronté à de fortes chutes de la biodiversité depuis les premières mesures il y a une cinquantaine d'années. C'est un continent exposé à des niveaux locaux préoccupants de pollution de l'air, de l'eau et des sols, et aussi une forte dépendance aux matières premières critiques importées. On pense par exemple aux terres rares, au lithium, etc. Donc il y a un enjeu à développer l'économie circulaire pour avoir un approvisionnement dans ces ressources. Alors, en 2019, il y a eu une percée écologiste au niveau des votes européens aux élections européennes. Et donc, la commission qui a été issue de ces élections a fait du Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, la première priorité politique de la commission. C'est vraiment une politique qui est transversale, qui traite de nombreux enjeux, le climat, l'énergie, l'économie circulaire, la construction durable, les substances toxiques, la biodiversité, l'alimentation durable, la mobilité durable et avec une réflexion sur le financement juste de cette transition. Donc, c'est une politique vraiment transversale. On ne pourra pas présenter tous les sujets et donc on a choisi pour ce jour de faire un focus sur 5 thématiques. Donc, 5 thématiques, focus sur 5 thématiques, avec une présentation qui se fera sur un état des lieux de la thématique qui sera traitée, et puis l'évaluation ou la présentation des impacts sur la chaîne de valeur d'une entreprise qu'on a sélectionnée à ce stade. Donc, on a choisi 5 thématiques, 5 types de réformes qui vont affecter vos stratégies, les quotas de CO2, la politique de gestion des déchets, le passeport produit, les allégations environnementales et la politique RSE à travers la directive CSRD. Ces différentes réformes, elles affectent différents pans de votre stratégie, comme le présentait Jean-Marie juste avant. Donc, certains plutôt des enjeux d'image auprès des salariés, du grand public, des clients, ou la pérennité du business model, les coûts et l'innovation à travers l'offre produits et services. Je vais aller sur le premier focus qui sont les quotas de CO2. Tout d'abord, un petit rappel, qu'est-ce que c'est les quotas de CO2? Donc, c'est une politique qui existe depuis 2005 au niveau européen. Le périmètre, c'est les grands sites industriels tels que les aciéries, les cimenteries, mais aussi l'aviation intérieure. Et le principe, c'est que les entreprises de ces secteurs doivent restituer annuellement un nombre de quotas équivalent à leurs émissions annuelles. Et pour ça, elles doivent les acheter aux enchères auprès des États membres ou elles se les échangent aussi entre elles. Il y a par ailleurs une distribution de quotas gratuits aux sites qui sont les plus exposés à un risque de délocalisation du fait que certaines régions du monde n'ont pas de marché carbone. Et le principe, c'est qu'au fur et à mesure que les objectifs de réduction des émissions de l'Europe deviennent plus ambitieux, eh bien, on diminue le volume de quotas qui sont distribués. Et donc ça fait augmenter les prix et donc ça incite les entreprises à investir pour réduire leurs émissions. Alors, qu'est-ce qui attend avec le Green Deal? En fait, c'est une hausse de l'ambition de cette politique publique avec une extension au transport maritime et c'est également envisagé plus à terme pour le transport routier et le chauffage domestique. Donc, ça va affecter plus pour les entreprises les coûts logistiques. Pour les importateurs qui n'étaient pas couverts par ce dispositif jusqu'à présent, il y aura l'introduction d'une taxe carbone aux frontières. Donc, on appelle ça aussi mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Donc, pour un certain nombre de biens importés comme l'aluminium, l'engrais, l'acier, le but est d'éviter en fait les distorsions de concurrence avec d'autres régions du monde. Il y aura aussi une suppression des quotas gratuits d'ici à 2030. Et ça, c'était quelque chose qui tirait les prix vers le bas. Et donc, cette suppression, ça va vraiment, avec les autres mécanismes, augmenter les prix moyens à la tonne du CO2 dans les années à venir. Pour se rendre compte de l'enjeu, le marché du carbone européen, actuellement, c'est 45% des émissions de CO2 qui sont couvertes. Et ça va bien sûr augmenter avec l'extension du périmètre. Et un prix de 100 € la tonne est attendu sur la période 2026-2030.
Alors, pour mémoire, en 2018, on avait encore beaucoup d'articles qui disaient le marché du CO2, ça marche pas bien. On était autour de 8 € la tonne et effectivement, à l'exception de quelques industries, c'était pas un facteur majeur dans les prises de décision. Mais depuis déjà les premières réformes en 2021, il y a eu une hausse des prix du carbone sur le marché. Ils ont dépassé 100 € la tonne en 2023 et on le voit, cette situation va plutôt se pérenniser et se renforcer dans les années à venir. Comment est-ce que ces quotas de CO2 affectent les stratégies des entreprises? Alors, on a choisi de faire un focus sur une chaîne de valeur et on le fera aussi pour les autres focus. On a choisi de travailler sur une entreprise on imagine une entreprise de l'agroalimentaire qui produit des produits alimentaires emballés, qui peut aussi produire des produits électroniques de type robots ménagers pour faire à manger, par exemple. Donc, une diversité de produits. On a le cœur de l'activité de l'entreprise qui est représenté ici au centre avec les activités opérationnelles classiques, fabrication, conditionnement, etc. et les fonctions support, R&D, informatique, etc. Et on a des parties prenantes, donc en amont, la chaîne logistique, mais aussi les fournisseurs de matières premières, d'énergie, les agriculteurs. Et en aval, encore de la logistique, les distributeurs, le consommateur, la gestion des déchets issus des produits qui sont mis en marché par cette entreprise. Revenons à nos quotas de CO2. Quels sont les impacts de la politique publique pour cette entreprise? Donc, il va y avoir une hausse de la compétitivité des solutions décarbonées. Donc, vraiment une incitation à faire de l'efficacité énergétique, à utiliser des emballages qui émettent moins de CO2. Il va y avoir une hausse des coûts d'approvisionnement en biens carbonés importés. Donc, par exemple, si l'entreprise utilise des emballages en aluminium avec de l'aluminium produit en Turquie, le coût de production, enfin le coût d'approvisionnement va augmenter. De la même manière, les engrais importés par les agriculteurs vont augmenter en prix et ça pourra se répercuter sur la structure de coût de l'entreprise. Il y aura aussi normalement une amélioration de la compétitivité des fournisseurs européens, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de taxes sur les importations, et ça va maintenant être le cas. Donc, ça pourrait rebattre les cartes en termes de compétitivité des fournisseurs. Une fois qu'on a dit ça, comment se transformer? Bien, d'un point de vue des achats, l'entreprise elle peut choisir des fournisseurs moins carbonés. D'un point de vue de l'innovation, il va y avoir vraiment une incitation à réviser les produits, les recettes et puis les procédés pour gagner en efficacité carbone. Mais il y aura aussi, en matière de fonction support, un besoin de changer la politique de gestion des données dans l'entreprise pour réaliser des bilans carbone et identifier les points chauds dans la chaîne de valeur qui vont être le plus affectés par cette réforme de quotas de CO2. Et il y aura aussi un besoin de rapporter le contenu carbone des importations, si l'entreprise est importatrice, pour pouvoir payer la taxe aux frontières. Là, c'était le premier focus. On pourrait aller encore plus dans le détail, mais à ce stade, étant donné qu'il y a 5 focus, on va rester assez en surface par rapport au sujet. On va passer au deuxième focus, Mathilde. Donc, le deuxième focus, c'est la gestion des déchets. Alors, la gestion des déchets, c'est une politique qui date des années 70 au niveau européen. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a des objectifs de collecte, de recyclage, de valorisation de nombreux déchets, et notamment, si on s'intéresse à notre entreprise K, pour les emballages. Il y a aussi des dispositifs qu'on appelle de responsabilité élargie des producteurs. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les entreprises qui mettent sur le marché des produits. Elles payent des contributions financières qu'on appelle des éco-contributions pour financer la gestion des déchets en aval qui découlent de leurs produits. Et il y a déjà des systèmes de bonus-malus sur ces contributions. Donc, lorsqu'elle fait de l'éco-conception, elle doit payer moins qu'une entreprise qui n'en fait pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend avec le Green Deal? Eh bien, dans différentes politiques publiques, notamment le projet de règlement emballage, mais aussi le règlement batterie, il y a des objectifs d'incorporation de matières recyclées. Donc, les producteurs vont être de plus en plus incités ou obligés à incorporer de la matière recyclée dans leurs produits. Il y a aussi, pour ce qui concerne les emballages, des objectifs, et c'est nouveau, de prévention et de réemploi de certains emballages, y compris des emballages industriels comme les palettes, par exemple. Et on va aller aussi vers une responsabilité élargie du producteur pour de nouveaux flux. C'est un instrument qui marche plutôt bien et qui va donc être étendu aux batteries de mobilité, et ce sera également à l'étude pour les textiles.
Quel est l'enjeu? Eh bien, les contributions financières, pour beaucoup de produits, c'est vrai que ça ne représente pas une proportion du prix énorme, mais pour certains d'entre eux, par exemple certains produits électriques et électroniques, ça peut représenter jusque 5% des prix des produits actuellement. Et en France, la loi prévoit même que les malus sur les contributions financières peuvent porter les contributions jusqu'à 20% des prix des produits. Donc, ça peut devenir déterminant à l'avenir. Du coup, l'impact de cette gestion des déchets? Eh bien, il y aura une hausse des contributions financières des metteurs en marché, alors d'emballage ici, mais ça va être le cas aussi pour d'autres produits, les batteries, les textiles, etc., parce qu'il y aura de plus en plus d'exigences de recyclabilité, des exigences d'avoir des taux de recyclage plus élevés, d'incorporer de la matière recyclée, et tout ça, ça va conduire à augmenter les contributions financières des metteurs en marché. Et il y aura une hausse de la compétitivité pour notre entreprise test de l'agroalimentaire des emballages éco-conçus. Et donc, comment se transformer en tant qu'entreprise? Eh bien, il y a une politique innovation pour transformer les emballages utilisés, améliorer la recyclabilité, par exemple. Il y a un impact sur le conditionnement et la logistique, puisqu'il va falloir mettre en place un écosystème du réemploi sur la chaîne de valeur. Donc, ça va impliquer bien sûr les sites de conditionnement, mais aussi la logistique pour que ces emballages reviennent des centres de distribution et du consommateur. Il y aura un enjeu en matière de données et de traçabilité pour suivre les chiffres du réemploi et pouvoir rapporter les données aux autorités publiques, et aussi pour piloter l'éco-conception et pouvoir bénéficier des bonus sur les contributions financières, optimiser finalement sa charge financière. Et il y aura des enjeux en termes d'information du consommateur, en matière de gestes de tri, donc aussi d'afficher des choses sur le produit, sur la documentation associée au produit, etc. Donc, on va passer au troisième focus maintenant, le passeport produit. Alors, le passeport produit, il est inclus dans la politique éco-conception de la Commission européenne. Donc, il y a déjà une politique éco-conception au niveau européen qui découle de la directive éco-conception. Mais aujourd'hui, elle a un périmètre assez restreint. Elle concerne surtout les produits liés à l'énergie, donc principalement les produits électriques et électroniques. Et il y a des exigences d'éco-conception pour une trentaine de catégories de produits, mais ça concerne surtout la performance énergétique. Au niveau de l'affichage, on va dire environnemental, l'affichage sur les produits, on a des obligations de marquage sur les produits, mais qui sont assez limitées, qui concernent surtout la présence de substances dangereuses pour permettre aux recycleurs de les identifier. Et ça se fait surtout sous forme de logo. Donc, c'est pas tout à fait moderne et adapté à, on va dire, la disponibilité aujourd'hui d'outils digitaux qui permettent beaucoup plus de choses. Donc, qu'est-ce qui vous attend avec le Green Deal? C'est l'extension du règlement éco-conception à la plupart des produits, donc à l'exception des produits alimentaires et puis des services. Tous les autres produits pourront être concernés. Il y aura aussi un renforcement de l'efficacité matière à l'intérieur de ces exigences d'éco-conception, donc plus seulement une performance énergétique, mais aussi des exigences en matière de recyclabilité, d'incorporation de matières recyclées, etc. De prévention également. Et le dernier point qui est vraiment important pour ce webinaire, c'est le passeport produit digital qui est vraiment un peu le couteau suisse au niveau européen en matière d'éco-conception parce que ça permet beaucoup de choses. Le principe est le suivant. Sur les articles, on peut penser par exemple à un produit électronique, ça pourra prendre différentes formes, des QR codes, des codes barres ou des puces RFID qui seront un vecteur d'information. Et ensuite, différents types d'utilisateurs avec des droits d'accès différents pourront accéder à des plateformes avec beaucoup d'informations différentes. Donc, on va avoir des informations de type qui est le producteur de l'article, où est-ce que cet article a été produit. On va avoir des informations du type est-ce que ce produit est réparable, où se trouvent les matières de valeur. Donc ça, c'est plutôt à destination des recycleurs. On va avoir des informations pour le consommateur. Quelle est la performance carbone de ce produit? Comment puis-je le trier et le recycler? Et on va avoir des informations pour les autorités douanières qui feront les contrôles de conformité pour vérifier que les études ont été faites dans les règles, que l'article respecte les normes européennes, etc. Donc avec un même vecteur, un accès à des plateformes qui permettront beaucoup de choses différentes et qui seront notamment utiles pour l'éco-conception, pour pouvoir vérifier les performances carbone et suivre différentes choses au sein de la chaîne de valeur.
Alors, quel est l'enjeu de l'éco-conception? Il est déjà considérable, donc je vous ai présenté plutôt l'enjeu de la directive étiquette énergie et le règlement éco-conception en plus. Ces deux politiques ensemble ont déjà permis, selon la Commission européenne, d'économiser seulement pour 2021 120 milliards d'euros en termes de dépenses énergétiques pour les consommateurs. Et donc ça, c'était avec le périmètre actuel et seulement plutôt des exigences de performance énergétique. Donc on peut s'attendre à des impacts encore plus grands des futures exigences. Quels sont les impacts de ce passeport produit sur les entreprises? Donc, on peut s'attendre à une meilleure compétitivité des produits qui vont être éco-conçus puisque les consommateurs auront mieux accès à l'information via un système assez simple avec une information digitalisée. Il y aura aussi une interdiction des produits les moins performants. Donc, ça va être le cas déjà dans le règlement batterie, les classes les moins performantes de batterie seront progressivement retirées du marché. Un autre changement important, c'est que le metteur en marché, donc le producteur, va être responsable des données fournies, y compris s'il agrège des données qui viennent de ses fournisseurs de matières premières, de différents produits. Il doit les agréger pour donner un score, par exemple, carbone global, et donc il sera responsable de la qualité des données totales. Ça va permettre une vérification plus facile de la conformité des produits, ce qui devrait assurer un terrain de jeu égal entre les entreprises et éviter les non-conformités ou permettre de mieux les repérer. Comment les entreprises peuvent se transformer à ce passeport produit? Il y a tout un enjeu d'innovation pour avoir des produits de classe plus performante qui sont mis sur le marché. C'est un peu ce qui s'est passé avec la directive étiquette énergie, mais qui va là être étendu à de nouveaux enjeux. Il y a un enjeu de relation avec les fournisseurs et d'informatique pour gérer les données et pouvoir vraiment les saisir et les mettre en lien avec le passeport produit. Et un enjeu du coup de ressources humaines pour pouvoir gérer ces nouveaux métiers qui n'existent pas ou peu dans les entreprises aujourd'hui et qui vont se généraliser demain. Très bien, donc ça c'était le passeport produit. On va passer au 4e focus, ce sont les allégations environnementales. Alors, les allégations environnementales, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui sous-entend ou dit qu'un produit est éco-conçu, friendly, vert, etc. Ça peut prendre la forme d'un logo, ça peut être le nom d'une entreprise, ça peut être une affirmation sur un site internet ou sur le produit lui-même. Donc, c'est vraiment très large. Alors aujourd'hui, il y a des normes internationales, ISO 14040, 44, qui encadrent les règles pour la communication en matière d'analyse du cycle de vie, mais elles ne sont pas obligatoires. D'autre part, lorsque vous affichez les propriétés d'un produit, bah, vous devez pouvoir vous assurer qu'elles sont vraies. Donc, si notre entreprise test, elle dit que son robot de cuisine va jusqu'à 60 degrés, bah, il doit aller jusqu'à 60 degrés. Ça, c'est obligatoire, sinon il peut y avoir des sanctions. Ce qui vous attend avec le Green Deal, c'est que la directive pratique commerciale déloyale, qui existe aujourd'hui, mais qui encadre surtout les questions des propriétés techniques, ajoute au périmètre en fait, qui peut faire l'objet de répression, de sanctions financières, les allégations environnementales trompeuses. Donc demain, ça sera interdit d'affirmer qu'un produit est vert si on ne peut pas le démontrer. Donc ça, c'est un premier texte qui est assez vague finalement. Et il y a un deuxième texte, la directive allégation environnementale, qui va plus loin et qui définit comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une allégation environnementale n'est pas trompeuse. Et donc, elle définit des critères de qualité des études et des critères de transparence. Donc, il faudra pouvoir donner accès à des liens vers les études qui ont été faites pour démontrer que les allégations environnementales sont conformes. Il faudra aussi faire vérifier les allégations au préalable par une tierce partie, donc il y aura des enjeux d'audit. Et la Commission européenne va valider quels sont les labels environnementaux qui sont autorisés dans un objectif d'éviter la prolifération des labels, notamment des labels privés, de fédérations professionnelles, etc., qui ont parfois des critères moins élevés en termes de qualité des données et des vérifications. Pour comprendre l'enjeu, la Commission européenne, pour préparer ses travaux, avait fait des enquêtes sur les allégations environnementales sur les produits et plus de 50% d'entre elles étaient vagues, induisaient le consommateur en erreur ou étaient carrément infondées. Donc, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qu'on peut qualifier de greenwashing, qui n'est pas forcément d'avoir clairement des informations fausses, mais parfois qui induisent le consommateur en erreur en pensant qu'elle traite de choses plus larges que ce qu'elle traite en réalité. Et ça nuit à la confiance et il y a plus de 80% des consommateurs qui souhaitent aujourd'hui de meilleures informations sur les produits. Merci Mathilde. Alors, je vais donner la parole Et maintenant encore.
Ah, pardon, oui. Une autre slide. Oui, pardon, j'avais oublié. Voilà, les allégations environnementales, le Focus 4, donc du coup, quels sont les impacts et comment se transformer liés à ces allégations? Donc là encore, les allégations environnementales, ça va augmenter la compétitivité des produits éco-conçus, puisque aujourd'hui, finalement, différencier un produit éco-conçu d'un produit qui ne l'est pas, comme on le voit, il n'y a pas la confiance pour le consommateur. Dans notre entreprise d'agroalimentaire, elle peut mettre des moyens, mais elle aura du mal à se différencier. Demain, les critères de qualité vont augmenter, donc ça améliorera la compétitivité des produits éco-conçus. Et il y aura des sanctions financières ou réputationnelles en cas de greenwashing, puisqu'il y aura des vérifications par des tierces parties et une meilleure vérification aussi par les États membres. Comment se transformer pour faire face à cette nouveauté? Donc là encore, de l'innovation, des ressources humaines pour réaliser des études environnementales et transformer le métier du marketing pour s'adapter à ces nouvelles exigences et s'assurer qu'on est en conformité légale avec ces nouvelles obligations. Il y aura des achats, sans doute de services pour vérifier les données, pour faire des audits avec des auditeurs qui devront être accrédités par les États membres et il y aura toute une transformation de la communication aux consommateurs, du marketing. Cette fois-ci, on va passer au 5e focus. Et donc, merci Mathilde, et je passe la parole, cette fois-ci c'est la bonne, alors, par rapport au Green Deal européen et le CSRD. Merci Frédéric. Donc, vous l'aurez compris, l'Union européenne a instauré beaucoup de réglementations et depuis plusieurs années. Et la directive CSRD a été actée à la fin de l'année 2022 et prend la suite d'une directive de 2014, la directive NFRD. Le constat qui avait été fait, c'est qu'il y a des vrais problèmes de comparabilité et de fiabilité des informations en matière de durabilité. Les indicateurs sont très variés, les méthodes de calcul aussi. Et donc, ça pose problème pour identifier les entreprises qui mettent en place des efforts pour leur durabilité. Et donc, cette CSRD vient répondre à cette problématique dans le cadre du Green Deal avec un renforcement des exigences de reporting. On est sur une directive qui est vraiment centrée sur les besoins des investisseurs en premier lieu. L'enjeu, c'est de leur permettre de faire des choix d'allocation financière fondés sur la durabilité grâce à ces nouveaux indicateurs. Il y a aussi des obligations de reporting auxquelles sont soumis ces acteurs-là. Vous avez d'autres acteurs de la société civile qui peuvent être très intéressés aussi par ce que porte cette directive, comme des ONG ou des partenaires sociaux, mais on est vraiment sur un texte qui est à destination des investisseurs et de leurs besoins. Il y a d'autres initiatives de normes qui sont faites aujourd'hui, notamment l'ISSB, qui a publié la semaine dernière des normes comptables internationales, mais cette fois sur un périmètre qui est différent parce que portant seulement sur le climat. Alors, ces initiatives sont souvent très convergentes. Elles s'appuient sur les travaux d'une task force identique. Donc, on a des choses qui sont convergentes, mais aussi il va y avoir un besoin de mise en cohérence qui va devoir venir avec le temps. Alors, si on revient plus spécifiquement sur la CSRD, ce qu'elle va porter concrètement, ça va être des nouveaux standards de reporting qui sont appelés les ESRS, il y en a 12, et qui portent sur un périmètre très large. Vous allez vraiment retrouver l'environnement, le social et la gouvernance, donc le ESG, dans ces obligations de reporting, et elles seront standardisées et avec un principe de double matérialité, c'est-à-dire une matérialité financière et d'impact. Donc, ces deux matérialités vont définir ce sur quoi l'entreprise va devoir faire son reporting. Et le reporting, standard, donc dans un endroit bien dédié du rapport de gestion et avec un format numérique imposé. Donc là, on retrouve vraiment la problématique de comparabilité dans cette imposition. Et un troisième point très important, c'est la notion de contrôle avec une vérification des éléments qui sont transmis par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers. Là, c'est une petite spécificité française qui autorise la vérification par des organismes tiers. Le niveau d'assurance va d'abord être modéré et peut-être il y aura un passage à un niveau d'assurance raisonnable, mais plus tard. Et de façon générale, on est vraiment sur une directive qui s'applique de façon progressive avec des premiers reporting en 2025 pour l'exercice 2024 et encore en fonction de la taille de votre entreprise. Ça va vraiment échelonner. Les premiers reporting de 2025 sur l'exercice 2024 porteront sur les normes universelles, mais il y aura des normes sectorielles et puis des normes spécifiques pour les PME cotées qui vont arriver plus tard.
Un chiffre clé, c'est le nombre de sociétés concernées, 50 000 avec la CSRD, donc 4 fois plus que ce qu'imposait le reporting NFRD. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus conséquent. Alors, comment vont être impactées les entreprises? En fait, c'est surtout le système de reporting qui va être impacté. Il a besoin d'être plus robuste, audité, avec des informations qui sont fiables pour les financeurs et des sanctions à la clé. Donc, la transformation, elle est vraiment axée sur cette façon de comment reporter les bonnes informations. Et d'abord, une analyse de matérialité pour identifier ce sur quoi on doit reporter et puis adapter son système de reporting par rapport à ses besoins et en fonction de ce qui est déjà reporté ou non. Et donc, potentiellement, toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être concernées selon ce que va donner les résultats de cette analyse de matérialité. Donc, il y a un vrai besoin de communication interne et d'implication de toutes les fonctions pour arriver à faire l'analyse et puis produire et recueillir les données et les mettre dans le bon format ensuite pour le reporting. Très bien, merci. En conclusion, Mathilde? Donc le Green Deal, c'est vraiment un signal fort au niveau européen. C'est un rythme de propositions réglementaires qu'on n'a pas connu précédemment au niveau européen sur la thématique environnementale. Et elle appelle en fait les entreprises européennes à vraiment changer leur modèle économique pour atteindre une performance plus durable. On voit que ça va impacter l'ensemble de la chaîne de valeur, donc à la fois les activités internes de l'entreprise, mais aussi ses relations avec ses fournisseurs, ses métiers du digital, hein. C'est pas pour rien, le digital, c'est la deuxième priorité de la Commission européenne. Et on voit bien à travers ce Green Deal que ça infuse l'ensemble des politiques environnementales aussi, en utilisant des solutions digitales pour améliorer les possibilités d'éco-conception, par exemple. Les options à faible performance environnementale, elles seront moins compétitives. Et donc, les entreprises qui vont transformer leur activité en anticipant les mesures de ce Green Deal, elles vont avoir une longueur d'avance, elles vont créer plus de valeur. Et en termes de transformation, il va falloir impliquer tous les métiers de l'entreprise, que ce soit les RH, le marketing, les IT, mais aussi les opérations, bien sûr, l'innovation, etc. Et il sera important d'intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux dans les prises de décision. On a vu ici avec quelques exemples qu'il y avait par exemple les enjeux climat et déchets, mais on n'a pas pu traiter tous les sujets du Green Deal. Il y a aussi les enjeux de la biodiversité qui vont être présents avec un texte en cours de discussion en ce moment, et également d'autres enjeux comme les substances dangereuses. Et donc, lorsqu'on fait des projets, que ce soit d'innovation ou quoi, il faut pouvoir intégrer l'ensemble de ces enjeux. Merci. Alors, on va passer à un autre volet qui est finalement l'accompagnement du groupe Agro. Alors voilà, on a confidentialisé le nom de l'entreprise que l'on a accompagnée dans l'ancrage de sa gouvernance RSE. Et je vais laisser la parole à Jean-Marie pour nous présenter finalement ce qui a été réalisé pour cette entreprise. Oui, merci Frédéric. Alors, tout d'abord, une présentation rapide du groupe Agro. Le groupe Agro, c'est un groupe à couverture mondiale, environ 12 000 salariés, sur une vingtaine d'entités, sachant que ce groupe a pour particularité de couvrir une grande partie de sa chaîne de valeur, depuis la production de certaines matières premières, bien entendu la R&D, la fabrication, la distribution et pour partie le recyclage de ces déchets. Alors, Agro, tout ceci s'inscrit dans un contexte qui est que Agro a depuis 5 ans créé sa direction RSE avec pour objectif et pour priorité d'agir sur 4 axes. Limiter l'empreinte environnementale de ses produits et services et aboutir à terme à une neutralité, d'aider la population à vivre une vie plus saine, de placer l'humain au cœur de sa stratégie et d'assurer une gouvernance éthique et responsable. Aujourd'hui, ce groupe est très bien avancé sur les 2 derniers objectifs, 2 dernières priorités, mais sa direction générale a souhaité mettre l'accent et faire évoluer son modèle de gouvernance pour ancrer la fonction RSE sur la dimension environnementale, donc depuis le niveau stratégique jusqu'à celui des actions menées au sein de chaque fonction de l'entreprise.
Alors, ça, en termes d'impact, ça veut dire quoi? Bien entendu, toute la chaîne de valeur, et on le voit, est impactée par ce projet, à tel point que les parties prenantes ont été dans un premier temps, puisqu'ensuite il y a eu les RH, il y a eu l'IT, bien sûr, mais dans un premier temps, ont été impliquées, bien entendu, la direction RSE et la direction environnement, mais aussi les études, les achats, les marketing-ventes, la direction technique production, la direction logistique et la direction financière, puisque, on va le voir dans la démarche, il s'agissait bien aussi de pouvoir procéder à des arbitrages. Alors, cette démarche, quelle était-elle, ou quelle est-elle d'ailleurs encore aujourd'hui? La première action engagée, et qui était l'angle d'attaque, était bien celui de la gouvernance RSE. Alors, en se posant principalement deux questions. Quels sont les leviers pour la fonction RSE sur les processus de décision d'entreprise et quel est le système de management de l'environnement? Alors, il ne s'agissait pas de mener un audit selon la norme 14001, bien entendu, mais de s'assurer que la fonction RSE dispose bien de ces leviers. Donc pour cela, et avec cet éclairage, nous avons conduit un audit des processus donc sur le périmètre concerné, conception, achat, production, appro et distribution. Alors, évaluation des pratiques. Par rapport à ça, parallèlement à ça, pardon, nous sommes intervenus afin d'évaluer les pratiques sur un échantillon de projets et de produits. Partant d'une cartographie, on a procédé à l'évaluation environnementale et sociétale sur 6 produits, 4 projets qui ont été choisis pour leur représentativité parmi toutes les gammes proposées par Agro. Et ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons notamment appliqué nos modèles en termes de monétarisation des impacts afin de pouvoir étayer toutes les décisions et arbitrages ultérieurs. Alors, si on en revient, sa troisième flèche, oui, au modèle de gouvernance RSE, le projet a ensuite consisté à structurer et à dimensionner la fonction RSE avec toute la notion de transversalité qu'elle peut avoir, de proposer et d'aménager les processus vus et de proposer des nouvelles règles de décision au sein de ces processus. D'analyser leurs impacts, bien sûr, pour les faire évoluer et de définir tous les KPI associés permettant à la direction RSE de disposer de son propre système de reporting. Dans le même temps, suite à notre évaluation des pratiques, nous avons lancé quelques actions prioritaires guidées par les risques et les effets court terme, bien entendu, relatives aux achats et à la conception produit. Alors aujourd'hui, enfin, nous accompagnons Agro dans le déploiement de cette gouvernance RSE, et ce à 4 niveaux, ou selon 4 streams, on va dire. D'abord en termes de management et de changement, puisque nous avons défini bien 7 stratégies de changement, les feuilles de route associées que nous pilotons aujourd'hui. En termes d'accompagnement des nouvelles instances RSE, mais aussi en termes de communication et de sensibilisation, formation élargie à une grande part de collaborateurs, bien entendu, dépassant la fonction RSE. Nous sommes intervenus aussi en termes de formation et d'accompagnement, le focus ayant été sur l'éco-conception, donc avec des formations et des accompagnements aujourd'hui sur les projets actifs en termes d'éco-conception. Nous intervenons aussi sur des évaluations ponctuelles pour les achats, d'une part, avec un objectif d'évaluation des risques et de scoring des fournisseurs, et puis aussi pour la fabrication et la supply chain, pour pouvoir étayer aujourd'hui et mettre dans les faits, étayer les prises de décision sur des scénarios d'évolution. Enfin, nous sommes intervenus sur les systèmes de BI et de reporting, donc on va parler tout à l'heure de CSRD, mais là plus particulièrement sur le système d'information et de remontée des KPI pour la direction RSE.
Et dans un dernier temps, d'ailleurs, nous allons intervenir aussi sur le système de gestion des données environnementales, dont l'enjeu est croissant, comme Mathilde, je pense, vous l'a souligné. Très bien, merci Jean-Marie. Alors, voilà, la performance durable. On a présenté finalement l'accompagnement sur mesure du groupe Agro. Jean-Marie, notre approche, nos interventions? Alors, comme nous l'avons souligné, notre approche, elle se veut globale, puisqu'elle adresse les trois dimensions de la performance durable, économique, sociétale, sociale et environnementale. Et ce, depuis le diagnostic, là, qui est représenté par l'icône évaluer, mesurer, que celui-ci porte sur l'organisation, les processus, les produits et les moyens de production, les déchets, en passant bien entendu par la définition de la stratégie et l'identification des leviers de transformation, et jusqu'à la définition et l'accompagnement de la transformation en elle-même. Alors tout ceci n'est pas bien entendu linéaire dans le temps, mais forme bien le groupe, puisque dans les critères de décision, même lors des projets de transformation, eh bien, nous intégrons des critères environnementaux et sociaux, bien sûr, outre les critères économiques. Et ça, puisque nous en avons les compétences, que ce soit au travers des produits-services, des moyens de production, de l'organisation, de l'IT aussi et des RH. Alors plus largement, quelles interventions? Eh bien, sur le stream ou la ligne évaluer, mesurer ou du diagnostic, nous procédons à des évaluations de l'empreinte environnementale, qu'il s'agisse de produits, projets, ou qu'il s'agisse de l'organisation ou des processus supply chain, au travers de l'analyse de cycle de vie produit, de l'éco-conception, la fiche environnementale, bien sûr, comme vous en avez parlé Mathilde, ou de manière plus triviale des bilans carbone. Troisième point qui concerne plus particulièrement la réglementation et la fiscalité environnementale. Alors, nous avons pour particularité de posséder une très bonne connaissance du contexte et des réglementations françaises et européennes et internationales aussi. Nous possédons d'ailleurs des benchmarks. Et ainsi, nous sommes en mesure de vous éclairer en manière de fiscalité actuelle et vraisemblablement à venir concernant les impacts notamment du Green Deal, carbone, énergie, déchets, allégations environnementales, etc. Nous intervenons également sur les sujets de responsabilité élargie du producteur aujourd'hui. Et puis, enfin, nous réalisons régulièrement des interventions en termes d'évaluation de politique publique, que ça concerne les déchets, mais aussi la mobilité, l'habitat, l'éducation. En termes d'analyse coût-bénéfice, on possède nos propres modèles, bien que les choses soient normées. Nous avons nos modèles de simulation. Et nous réalisons par exemple des bilans socio-économiques, notamment relatifs aux investissements en infrastructures publiques. Nous avons des modèles qui consistent à monétariser les impacts permettant de bien mettre en perspective, pour étayer les décisions, de bien mettre en perspective les impacts financiers, sociétaux et environnementaux des décisions qui peuvent être prises. Et puis, enfin, par là, nous sommes en mesure de vous aider dans l'instruction de vos choix stratégiques ou de manière plus simple et plus prosaïque dans le cadre de demandes de subventions ou de réponses à appel d'offres. Définir les leviers de la performance, définir un plan stratégique, bien évidemment, où nous intervenons en tout ou partie par la réalisation d'études prospectives jusqu'à l'accompagnement et la construction de votre stratégie produit, projet, infra. Et nous réalisons également des analyses stratégiques territoriales, pareil, sur la mobilité, les déchets, l'habitat, ou encore des projets stratégiques d'établissement. Et ces plans, bien entendu, nous les déclinons opérationnellement en feuille de route, associant la totalité des partenaires, des parties prenantes, que ce soit internes ou externes à l'organisation. Enfin, en termes de gouvernance, là, nous focusons bien entendu sur la gouvernance RSE, pour lesquelles nous avons été amenés pour le groupe Agro à définir les modèles et les processus associés. Alors, dernière ligne, transformée, là, nous sommes au cœur de métier d'un cabinet comme le nôtre, bien entendu,
et ce, depuis la définition des plans et dispositifs d'accompagnement du changement sur toutes ses composantes, hein, organisation, RH, SI, communication aussi, diffusion de culture. Et d'ailleurs, nous en maîtrisons totalement les outils, qu'il s'agisse de stratégie de changement, dynamique d'intelligence collective, communication multicanale, e-learning, enfin tout ce que j'imagine vous connaissez bien. Et ce changement, nous conduisons au travers de management et pilotage de projet, d'accompagnement d'une fonction, comme les achats, comme l'éco-conception, on l'a vu tout à l'heure, et plus largement au travers de 2 offres, transformation des organisations et people and change. Je souligne d'ailleurs que dans ce cadre, nous intervenons lorsque nécessaire en partenariat avec des cabinets spécialisés en RH ou en formation, enfin en e-formation. Stratégie IT, le Green IT est un sujet d'actualité. Nous réalisons, et le Green IT en est une des composantes, des schémas directeurs et accompagnons d'ailleurs des projets SI. Enfin, concernant le reporting et la data, un point important, reporting CSRD, mais aussi le reporting propre à la fonction RSE, que nous sommes à même de modéliser, de construire et de spécifier. Mais enfin et surtout, second volet, et qui je pense va prendre de l'ampleur, celui de la gestion de vos données environnementales. Nous avons parlé de système d'information environnementale. Donc, où nous intervenons depuis leur diagnostic jusqu'à leur structuration, car je pense que l'exigence en termes de qualité et en termes de collecte d'informations et d'auditabilité, n'iront qu'en croissant. J'en ai fini. Merci Jean-Marie. Clôturer ce webinaire. J'espère qu'il vous a apporté un éclaircissement, même si c'était très concentré et sans doute très dense à un moment de la journée où voilà, soit les appétits se creusent, soit la digestion commence. Voilà, mais donc nous, on se tient à votre disposition pour poursuivre nos échanges. Et donc, si vous souhaitez qu'on échange sur l'ensemble des thématiques qui ont été traitées aujourd'hui, mais aussi des thématiques propres à la performance durable pour vous accompagner, ben, n'hésitez pas à adresser en fait à l'adresse l'email qui s'affiche sur l'écran, jeanmarie.porte@alenium.com. Merci à tous pour votre participation et puis bon après-midi. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci.